Le 1er avril 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Don Quichotte, texte intégral. S'il est un sujet propre à inspirer aux hommes une vive humilité, certes, c'est bien celui-là. Le foisonnement du romanesque, de l'humour et de la satire, la taille des héros, leur prolongement légendaire et symbolique à travers 3 siècles, tout y déborde les règles, admises ou possibles, du découpage, de la mise en page. Comptons, cependant, avec le besoin irrésistible de prêter une apparence à ces immortelles fictions. Supposons un artiste de l'écran, brûlé à son tour de don quichotisme, le communiquant à toute son équipe. Il va exiger obtenir des libertés de travail exceptionnelles. Il emploiera 2 ans, 3 s'il le faut. Le film sera conçu comme une illustration animée aussi vaste que possible. Aussitôt le scénario établi, en route pour l'Espagne, qui fournira tous les décors, tous les extérieurs, toute la figuration. Pour incarner Don Quichotte, un inconnu, ou presque, prétend au fantastique Hidalgo une physionomie que nous ne reconnaîtrons d'autant mieux qu'elle n'aura pas été galvaudée par les rampes et les magazines des 5 continents. Un beau comédien, cependant, une de ces révélations de l'art dramatique qu'un véritable animateur doit savoir susciter et utiliser. Chacun rivalisera d'abnégation, d'ingéniosité. Seule la verve et les trouvailles du peintre détermineront le métrage de l'œuvre. À ce prix, et si l'auteur a toute la pratique de son métier, l'on aura quelques sérieuses chances de composer une large symphonie visuelle et populaire, aux épisodes multiples, avec toutes les ellipses, tous les commentaires que permet le cinéma, point trop indigne d'un grand livre et d'une terre admirable. Ces projets sont fantasmagoriques. Aucun industriel, aucun cinéaste ne s'y rallierait. Alors, abstenez-vous. Nous n'avons point dit qu'il ne faille pas 50 ans pour réaliser toutes les conditions de ce Don Quichotte idéal. Bien entendu, lorsque l'on a prononcé l'an dernier dans un studio le nom de Don Quichotte, pas un instant l'ombre d'une de ces héroïques solutions n'a effleuré l'esprit des responsables. Une fois de plus, timidement, mesquinement, le cinéma a forcé la facilité. Traiter l'incomparable bouquin comme hier la Bible ou le chasseur de chez Maxime, comme il traitera demain, au hasard des commandites, la Divine Comédie, la Chartreuse de Parme ou la dernière opérette de M. Romberg, le dernier vaudeville de messieurs Mirande et Quinson. Le seul effort s'est porté sur l'affiche, où l'on a voulu des noms grands et gros, Pabst, Paul Morand, d'Orville, Chaliapine, en regrettant certainement de ne pouvoir disposer de M. Mussolini, du cycliste Leduc ou du professeur Picard. Ayant jeté un coup d'œil effrayé sur les 5 premiers chapitres de Cervantes, on s'est déclaré satisfait. Après un dépeçage grossier, on a recousu à la hâte le film rituel de 2000 mètres, sans respecter l'ordre ni même la donnée des épisodes les plus fameux. Les illustres marionnettes sont remplacées par des histrions vivants. Don Quichotte est blessé à mort dans le combat des moulins et trépasse pendant que l'on brûle sa bibliothèque. Les prodigieuses chevauchées du héros deviennent un fait divers, l'escapade d'un malheureux toqué accompagné d'un Titi Montmartrois et que la police ramène bientôt tel un ivrogne de 14 juillet. Les auteurs se défendront en affirmant que le livre était rebelle à tout découpage de cinéma. S'ils veulent parler du cinéma standard, né de quelques milliers d'opérettes et de romans policiers, certes, on leur donnera raison. Mais c'était le cas ou jamais d'innover, de briser les moules. Il y a 10 ans, dans le rail, La Roue par exemple, Feu Lupupic et M. Abel Gance, qui est pourtant une cervelle creuse,
Ne travaillèrent-ils pas dans le neuf? Ne créèrent-ils pas presque de toutes pièces une coupe originale et mille moyens d'expression? Il est inadmissible que les adaptateurs de Don Quichotte, possédant un outil aussi souple, aussi riche en possibilités que le cinéma, se soient trouvés tout empêtrés comme des librettistes ou des metteurs en scène d'opéra. Inutile, au fait, d'aller chercher plus loin les comparaisons. Parce que M. Chaliapine présidait, tout le monde, pour ce Don Quichotte, a pensé opéra, enfermé le formidable roman dans les cadres du spectacle le plus caduc, le vieux drame musical. Avec toutes ses infirmités, le cinéma, dès aujourd'hui, pouvait bien davantage. M. Alexandre Arnoux, dont on attendait vraiment mieux, compose un dialogue empesé et enrubanné dans le goût de Scribe et de Jules Barbier, émaillé çà et là de trivialités platement faubouriennes qui prétendent se substituer à la délicieuse verdeur du vrai Sancho. On sacrifie d'admirables thèmes visuels, comme la veillée d'armes de Don Quichotte, lance au poing sous le clair de lune, dans la cour de l'auberge, et l'on donne 50 répliques à d'ennuyeuses cabotines. Monsieur Pabst, n'ayant pas su partir en Espagne, a dû se résigner aux solutions bâtardes, les environs de Grasse, le travail au studio. Les extérieurs sont rares et rapides. Pabst n'a d'ailleurs jamais été un paysagiste. Les intérieurs sont d'une exécution soignée mais monotone, indécis. Ni style, ni couleur locale, pas un rappel du terroir pour illustrer ce livre qui est celui de toute une race. Aucun des collaborateurs ne paraît avoir franchi une seule fois les Pyrénées. Faute de quoi, on a au final du troisième acte cavalcade et carrousel dans des décors vagues et trop astiqués. Et pour meubler cela, l'on s'est rabattu sur une blafarde figuration, automates professionnels, indifférents et médiocres par fonction, embarrassés encore de leur costume et d'un texte figé qu'ils débitent avec une désolante gaucherie. Monsieur Pabst, il est vrai, a presque désavoué ce film, déclaré qu'il n'avait pu réaliser sa première conception. Mais on se demande quel Don Quichotte humanitaire, il montre une ou deux fois le bout de l'oreille, nous réservait l'auteur fameux de l'opéra de 4 sous et de la tragédie de la mine, que rien ne désignait pour une traduction de Cervantes. Monsieur Chaliapine chante un peu plus peut-être qu'on ne lui avait demandé, et, comme de juste, arrête net le film à chaque coup. Après tout, on ne l'a fait venir que pour cela. Malgré son art de grime, ce n'est pas un Don Quichotte plausible, il est trop athlétique, pas assez nerveux. Le géant du Nord reparaît à chaque instant sous la barbiche et la ferraille. Il s'est efforcé, non sans adresse, d'adapter sa mimique aux dimensions de l'écran, mais elle ne pouvait qu'être rétrécie. Sauf dans la dernière bobine, sa composition est peu saisissante. Mais il est hors de cause, ce n'est pas lui qui a imposé son engagement. Hors de cause aussi l'excellent d'Orville. On a fabriqué pour lui un Sancho montmartrois. Il en a tiré le meilleur parti possible. Seul de toute la troupe, il joue juste et anime ses répliques. C'est ainsi que l'on a tourné ce film franco-germano-russe, respectueux des pires conventions du cinéma cosmopolite. Embryonnaire et cependant trop long, puéril sans espoir de devenir populaire, et sans conserver le charme des vieilles estampes, des naïfs coloriages de la lanterne magique. Il lui reste l'avantage de proposer au public un divertissement moins vil que l'opérette de série et le feuilleton policier. Deux de ses collaborateurs y ont trouvé l'occasion d'un succès personnel très mérité. L'opérateur, M. Farkas, dont le travail est matériellement irréprochable. Le musicien, M. Jacques Ibert, le brillant compositeur des Escales et de Angélique, qui a écrit une des plus intelligentes partitions cinématographiques que l'on connaisse. Mais ce sont de trop faibles compensations pour tous les spectateurs qui ont lu
et vu le véritable Don Quichotte.